Les protocoles sanitaires sont-ils à la hauteur? Faut-il vacciner prioritairement les enseignants? Faut-il fermer les écoles face à la pression sanitaire? Deux invités sur ce plateau pour en débattre. Max Brisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques, vice-président de la Commission de la Culture et de l'Éducation. Et avec nous, Céline Brulin. Bonjour. Vous êtes sénatrice communiste de la Seine-Maritime et membre de la Commission de la Culture et de l'Éducation. Garder les écoles ouvertes en dépit de la pandémie, c'est en tout cas le choix qui a été fait jusqu'ici par l'exécutif. Est-ce le bon? On va se poser la question après le point sur ce sujet avec Sandra Cerquera. Le gouvernement pourra-t-il tenir son engagement de garder coûte que coûte les écoles ouvertes? Le nombre de contaminations explose, en partie parce que les enfants sont davantage testés à l'école. 15 000 cas positifs en début de semaine, contre moins de 9 300 la semaine précédente. Les cas de Covid progressent aussi chez les personnels, plus de 1800 cas au 19 mars, contre 1100 il y a 10 jours. Certains spécialistes affirment que les écoles ne doivent pas fermer. Pour d'autres, les maintenir ouvertes est risqué et difficilement tenable. L'épidémiologiste Arnaud Fontanet recommande de dédoubler les classes au collège pour casser les chaînes de contamination et n'exclut pas une fermeture des établissements si les chiffres empirent. Les 3 pays qui ont affronté une épidémie du variant anglais, qui étaient le Royaume-Uni, l'Irlande et le Portugal, ne s'en sont sortis qu'avec une fermeture complète. Maintenant, si on arrivait, en passant en alternance collège et lycée, avec les mesures sanitaires dont on a parlé, et en renforçant le dépistage, à garder les écoles ouvertes, ce serait très bien, parce qu'effectivement, les écoles sont le dernier endroit à fermer. Sur le terrain, les écoles touchées par le Covid-19 ont de plus en plus de mal à faire face aux absences d'enseignants. Difficile de trouver des remplaçants. Les syndicats comme l'UNSA réclament des moyens supplémentaires pour maintenir les écoles ouvertes. Quand les élèves sont là, les autres collègues sont tenus de les accueillir dans leur classe, ce qui donne beaucoup de brassage d'élèves au mépris des règles sanitaires et au mépris aussi de la qualité du travail qu'on peut mener. Il faut éviter au maximum que les enseignants tombent malades et pour cela, la vaccination s'impose. La vaccination contre le Covid attendue par les enseignants. Emmanuel Macron a annoncé que ce serait possible courant avril, mais seulement si le nombre de vaccins disponibles le permet. Voilà, la France a donc choisi de garder coûte que coûte aujourd'hui ces écoles ouvertes. Ce n'est pas le cas de tous les pays européens. Si on fait le bilan de la pandémie, nous faisons plutôt figure d'exception. Regardez, la France, depuis le début de la pandémie, a fermé ses écoles 10 semaines. L'Italie, c'est 30 semaines. L'Allemagne, 24 semaines. Le Royaume-Uni, 26 semaines. Max Brisson, est-ce que c'est une exception française dont il faut être fier ou un risque sanitaire qui est pris, un risque peut-être exagéré? Moi, je suis très fier de cette exception française. Et d'ailleurs, en France, l'école est exceptionnelle. Le rapport à l'école est très particulier. Ça fait partie des gènes du pays. C'est pas le même que dans les autres pays d'Europe. Nous avons fermé l'école pendant quelques semaines lors du premier confinement. Voilà, 10 semaines. On a vu l'étendue du désastre. Donc, il faut tout faire pour garder les écoles ouvertes. Ce n'est pas les épidémiologistes qui gouvernent ce pays. Donc, le gouvernement, pour l'instant, est sur l'idée de les laisser ouvertes. Il a raison. La manière dont on a été fermé brutalement au mois de mars, moi je me rappelle, le ministre de l'Éducation nationale, l'avant-veille, avait dit qu'elle ne serait pas fermée. La manière dont on a été fermé brutalement a eu des effets dévastateurs. Il faut aussi que il y a la Covid d'une part, il y a l'état moral, psychique du pays, il y a la situation sociale du pays. L'école est un lieu essentiel pour beaucoup d'enfants de ce pays, et en particulier ceux des milieux les plus défavorisés. Moi je milite pour qu'on garde les écoles ouvertes. Céline Brulin, c'est un choix politique pour éviter les catastrophes éducatives. Pour vous, ça reste judicieux, y compris dans les 16 départements confinés, même si on ne sait pas vraiment si on est confiné, dont fait notamment partie la Seine-Maritime? Pour moi, le sujet, ce n'est pas ouvrir ou fermer les écoles, c'est que faut-il faire pour maintenir les écoles ouvertes? Parce qu'effectivement, on a besoin que les enfants, que les jeunes puissent continuer à aller à l'école. Les parents, d'ailleurs, majoritairement le trouvent aussi, parce que pour tous ceux qui ont expérimenté l'école à la maison au printemps dernier, ils ont perçu, pour ceux qui en doutaient encore, l'utilité de l'école. Mais du coup, ça ne veut pas être l'école comme d'habitude. Il y a des mesures à mettre en œuvre. On va parler protocole sanitaire, mais on voit déjà que l'organisation par est exemple, compliquée, qui vient d'intervenir, disait à juste titre qu'on a un sujet avec les remplacements. Beaucoup d'enseignants sont dans les absents, sont mesures malades. de carte scolaire qu'on supprime à nouveau des postes dans certains endroits, que bien souvent ce sont des difficultés de remplacement au bout du bout, et on arrive à des aberrations qui font que les gamins sont brassés dans les classes parce que l'enseignant qui est absent
voit ses enfants et ses élèves répartis dans d'autres classes. Donc oui, il faut des tests, il faut effectivement vacciner les enseignants le plus vite possible. Et c'est comme ça qu'on permettra de maintenir l'école en fonction. On s'interroge donc effectivement aujourd'hui sur l'efficacité du protocole sanitaire. Si on résume, aujourd'hui, école maternelle, élémentaire et collège restent ouverts. Les lycées sont en demi-jauge. Le masque est obligatoire à partir de 6 ans à l'école. Alors, il y a eu une petite nouveauté, c'est que le sport en intérieur est à nouveau autorisé dans les écoles depuis l'allocution de Jean Castex la semaine dernière. Où sont les angles morts pour vous? Où est-ce qu'il faut améliorer le protocole sanitaire? Max Brisson, on parle beaucoup de la cantine. Je parlais aussi de sa question du sport en intérieur. On peut aussi s'interroger légitimement sur le sujet. Je ne pense pas que les sujets majeurs soient là. Je fais confiance, par exemple, aux équipes sur le terrain, aux professeurs des écoles, aux directeurs, aux élus locaux, aux agents des collectivités territoriales, pour faire ce qu'il faut, par exemple, au moment des temps de restauration. Je suis persuadé... Mais tout le monde n'a pas les équipements, ça peut être très compliqué. Mais vous savez, je suis élu d'un département où il y a beaucoup de petites communes. Vous ne pouvez pas savoir les trésors d'imagination des maires, de leurs adjoints, même sans personnel, pour que la cantine fonctionne, pour que l'école fonctionne. L'attachement à l'école dans ce pays, et surtout en zone rurale, est tel que les maires sont capables de passer des journées entières pour être sûrs que leur école fonctionne. Donc moi, je n'ai pas beaucoup de crainte, surtout dans les écoles qui manquent de personnel, parce qu'il y a l'intelligence des territoires, parce qu'il y a le trésor de dévouement des équipes d'élus locaux par rapport à leur école, parce qu'ils se battent matin, midi et soir pour que leur école reste ouverte, parce que l'école, c'est la vie du village. Donc sur ce sujet-là, par contre, il y a des trous dans la raquette, et qui sont considérables. La professeure le disait tout à l'heure. Par exemple, la vaccination des enseignants. Il y a des trous dans la raquette sur la capacité, quand il y a risque, de dépister massivement pour isoler. Finalement, l'école est confrontée à la faillite de la politique sanitaire du gouvernement, à la manière dont ce gouvernement n'a pas su, a été toujours en retard dans la manière de gérer la lutte contre la Covid, les tests qui ont manqué, les masques qui ont manqué, la vaccination qui a pris du retard, et tout ça se répercute sur l'école. Mais ce n'est pas... Et la réponse, ça serait, on ferme, on laisse le métro ouvert, mais on ferme les musées. On laisserait le métro ouvert, mais on ferme les écoles. Non, il ne faut pas fermer l'école, et il faut répondre en termes de tests et en termes de vaccination. On va parler vaccination, Céline Brulin, mais un mot d'abord sur ce protocole sanitaire. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il est à la hauteur? Est-ce qu'on a des règles suffisamment strictes? Est-ce que les écoles ont les moyens de les appliquer? Je regardais par exemple aux États-Unis, le plan Biden inclut des subventions aux collectivités pour faire des travaux d'aération dans les écoles, pour acheter des purificateurs d'air. Il y a peut-être d'autres choses aussi à prévoir. Je fais partie de ceux qui, au moment du PLF, avaient indiqué le budget, absolument, que les sommes qui étaient destinées aux collectivités pour faire face au protocole sanitaire étaient vraisemblablement insuffisantes, et partout sur le terrain, les élus témoignent en effet de moyens matériels, humains. Il y en a qui ont construit des sanitaires. Enfin, il y a eu effectivement un trésor d'intelligence développé. Je pensais, en écoutant à l'instant Max Brisson, à cette commune d'un département normand qui est celui de l'Eure, où ce sont les élus eux-mêmes qui vont faire la cantine pour pouvoir continuer à accueillir dans une salle des fêtes, pour pouvoir continuer à accueillir les enfants. Donc tout ça se fait. Donc oui, on a besoin de moyens, et puis il y a besoin de tester. Par exemple, moi j'ai l'impression que les opérations de test qui ont démarré après les vacances d'hiver, opérations de tests salivaires dans les écoles notamment, ont été vraiment insuffisants. J'ai parfois l'impression que ça a été un peu de la com pour montrer que des choses se faisaient sur le terrain, mais on n'en est pas à la politique qui permet véritablement d'enrayer l'épidémie, de la concentrer là où on trouve des cas. Et je pense qu'il faut vraiment franchir un cap sur ce niveau-là, comme effectivement sur la vaccination. Les enseignants, notamment dans les départements comme le mien qui viennent d'être reconfinés, ne comprennent pas qu'on augmente les mesures qu'on dit de freinage, puisqu'on n'a plus le droit de parler de confinement, mais qu'eux ne soient toujours pas vaccinés, alors que depuis le début, ils le demandent. Le président de la République, en tout cas, a annoncé hier le début de la vaccination des enseignants pour le mois d'avril. On l'écoute. Nos enseignants ont fait l'objet d'une campagne de tests, comme d'ailleurs les élèves que nous avons fortement déployé ces dernières semaines. Nous allons le poursuivre. Et dès que nous le pourrons, je souhaite qu'on puisse en effet avoir une campagne de vaccination dédiée. Simplement, au moment où je vous parle, nous sommes encore dans une phase où on doit faire monter en charge le vaccin. Et compte tenu du nombre d'enseignants que nous avons dans notre pays,
je pense que ce ne serait pas responsable de vous dire aujourd'hui ou la semaine prochaine, on peut le faire. À partir de mi-fin avril, nous allons avoir de plus en plus de vaccins qui vont arriver. Et on sera à ce moment-là dans une situation qui nous permettra en effet d'envisager d'avoir des campagnes ciblées sur des professions qui sont exposées, à qui on demande des efforts. Les enseignants en font légitimement partie. Max Brisson, vous entendez le président de la République qui parle de mi-fin avril, mais il reste très prudent parce qu'on comprend bien que ça dépend, et bien sûr, des stocks qu'on va avoir à disposition en France à ce moment-là. Ça fait 1 an que dans 2 mois, ça sera bien mieux. C'est à peu près le discours permanent de l'exécutif. Moi, je veux bien, j'espère que les vaccins seront au rendez-vous et que les professeurs pourront être vaccinés pour pouvoir faire leur métier en sérénité. C'est un métier qui a besoin de beaucoup de mobilisation et donc de l'exercer en sérénité. Mais on a des cas actuels extrêmement concrets que le gouvernement pourrait régler. Je viens de poser une question écrite au gouvernement sur le financement des cantines. La manière dont l'administration a limité la capacité pour l'État d'aider les cantines scolaires, de financer les cantines scolaires sur les surcoûts liés à la Covid, fait que dans mon département, la plupart, y compris celles qui en auraient vraiment besoin, qui sont des petites communes, ne sont pas éligibles. Donc on a une volonté politique affirmée, et puis on a une administration par derrière qui a verrouillé les choses de manière à ce que le nombre de communes éligibles au fond cantine soit extrêmement faible. Donc moi, les discours, je veux bien. Il y a des choses très concrètes qui permettraient en effet aux maires, pas simplement d'aller faire... Parce que dans mon département, ça existe aussi, la cantine, la restauration, organiser le service de la pause méridienne dans le gymnase, mais qui aurait aussi besoin d'aide pour assurer des recrutements nécessaires pour respecter les protocoles. Donc les discours du président de la République, c'est bien, mais rentrer dans le concret et ne pas à peu près mettre en œuvre le contraire de ce qui est dit dans les discours, ça serait beaucoup mieux. On va continuer à parler de la vaccination. On va regarder ensemble un petit peu ce qu'il en est de la situation des enseignants dans le monde. Il y a des pays où les enseignants sont prioritaires à la vaccination. C'est le cas en Italie, en Espagne ou encore au Portugal, mais aussi aux États-Unis où la campagne est gérée par les États et où Joe Biden s'est fixé comme objectif que tous les enseignants aient reçu au moins une dose d'ici fin mars. Les enseignants à l'école primaire sont prioritaires en Allemagne et ils ne sont pas prioritaires en France, en Finlande, en Suède. Vous vous demandez qu'ils soient vaccinés prioritairement, Céline Brulin, tout de suite. Est-ce que vous vous satisfaites de ce que vous avez entendu du président de la République qui dit mi-avril, fin avril, si je ne me trompe pas, le même stocks. président de la République disait il y a à peu près 3 semaines qu'on pourrait tout réouvrir en avril. Donc moi, je suis peinée de voir que la parole publique et celle du président de la République en particulier soit si légère. On a un problème de pénurie de vaccins qui pose beaucoup de questions sur nos capacités en matière de recherche, sur nos capacités industrielles. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut lever les brevets sur ces vaccins pour qu'on puisse en produire beaucoup plus massivement. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est difficile pour tout le monde, c'est à chercher qui est plus prioritaire que l'autre. Et ça ne peut générer que de la division, que du mécontentement, que de l'inquiétude. Et donc oui, il faut accélérer. Et dans les publics prioritaires, il y a évidemment les enseignants parce qu'ils sont tout simplement confrontés à des dizaines d'enfants et d'élèves chaque jour. Et que si on veut maintenir l'école ouverte, que les enseignants puissent continuer d'accueillir les enfants et de dispenser les enseignements, oui, il faut qu'ils fassent partie des publics prioritaires.